J'aimerais maintenant vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Annick Lavallée, conseillère pédagogique au CERAC du Cégep de Sainte-Foy. Le parcours professionnel d'Annick Lavallée est ancré dans le domaine de la reconnaissance des acquis et des compétences, la RAC. Elle est ancienne spécialiste de contenu RAC et enseignante. Annick a aussi été confrontée aux enjeux du plagiat alors qu'elle était justement enseignante et spécialiste de contenu RAC. Aujourd'hui, Annick soutient les collèges dans la mise en œuvre de la démarche RAC en accompagnant tant les spécialistes de contenu que les professionnels. Annick dispense des formations sur divers aspects de la RAC et s'intéresse à l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'entre nous, depuis 2022. L'expérience variée d'Annick lui permet d'apporter une perspective unique sur les défis et opportunités de l'intelligence artificielle dans un contexte de reconnaissance des acquis et des compétences. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Et place à notre conférencière Annick. Merci beaucoup. Merci, Nicole, pour la présentation. Merci à vous de vous avoir inscrit là, à mon webinaire. C'est la première fois que je fais un webinaire là, dans le cadre de l'AQPC. Puis, j'espère que vous allez apprécier le sujet puis que ça vous intéresse autant que moi. On va parler d'IA générative, des enjeux de plagiat. On va parler aussi de l'apport de la reconnaissance des acquis et des compétences. La présentation s'adresse autant à vous, peut-être qui êtes plus en enseignement traditionnel en classe ou bien à la reconnaissance des acquis. Donc, je ferai des ponts entre les deux, mais étant une spécialiste de la reconnaissance des acquis et des compétences, je me suis un peu inspirée là, de la RAC pour pouvoir présenter ce webinaire-là. Donc, j'espère que ça va vous inspirer parce que, en fait, souvent quand on assiste à des ateliers, bien, on veut rester informé, puis par après, c'est pas tant le sujet, là, ben pas le sujet, mais le contenu là, qu'on retient, mais plus la réflexion qui s'ensuit. Donc, j'espère que vous allez là, continuer à réfléchir sur le sujet dans vos équipes, puis avoir aussi une pensée critique par rapport à l'IA. Vous allez voir, je vais en parler tout à l'heure de cette fameuse pensée critique là, à l'ère de l'IA. Donc, oui, parfait. Donc, je continue parce que là, le temps file, puis j'avais beaucoup de choses à vous dire. Alors, les CERAC, je travaille pour les centres d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, on est deux établissements qui sont mandatés par le ministère de l'Enseignement supérieur pour agir à titre de centre d'expertise, en fait. On soutient les collèges dans la mise en œuvre de la démarche de RAC. Puis, dans le fond, c'est pour tous les collèges, les professionnels de la RAC, les spécialistes de contenu. On offre des formations et du soutien de l'accompagnement. Il y a deux CERAC, le CERAC de Sainte-Foy, dans lequel je fais partie, et il y a aussi le CERAC du Cégep Marie-Victorin. Donc, j'enchaîne avec qu'est-ce que c'est que la reconnaissance des acquis pour ceux qui ne sont pas familiers avec la terminologie ou qui ne connaissent pas vraiment, parce qu'on va en faire référence tout au long de la présentation. La RAC, ça s'adresse à des adultes, donc un adulte qui aurait un bagage significatif d'expérience professionnelle ou de vie, qui aurait accumulé là, cette expérience-là. Puis, au collégial, ça va mener à une attestation d'études collégiales ou un DEC. Ça s'établit toujours par rapport aux compétences d'un programme d'études. Donc, l'expérience doit toujours être en lien avec notre programme. La démarche, elle est extrêmement rigoureuse. C'est une démarche qui est individualisée, qui n'amène pas les gens à venir en classe pour se faire enseigner les compétences. On part vraiment du postulat de base que les gens ont acquis les compétences du programme d'études dans leur milieu de travail.
Donc, les gens vont suivre une démarche très structurée et organisée. Ils vont être suivis par des spécialistes de contenu tout au long de leur démarche. Donc, au départ, les gens, pour pouvoir obtenir leur diplôme, vont devoir passer à travers ces étapes-là. Donc, l'information sur la démarche, ils vont s'informer pour savoir si la RAC, c'est fait pour eux. Ensuite, il y a l'étape du dépôt de dossier de candidature et l'auto-évaluation. Et c'est à partir de cette étape-là que souvent, on va pouvoir observer qu'il y a de l'IA générative qui a été utilisée. Donc, c'est notre premier regard, notre premier soupçon là, qui peut arriver à ce moment-là. Et on aime quand même ça quand on est capable de détecter si tôt l'utilisation de l'IA parce qu'on peut recadrer et la personne est avisée qu'on sait. Donc, par la suite, on peut faire un meilleur accompagnement par rapport à l'intelligence artificielle, à son utilisation. Puis, la prochaine étape, ce qui nous aide aussi beaucoup en RAC, c'est qu'on a une entrevue de validation avec les personnes. Alors, c'est une entrevue qui se passe orale, en face à face, soit par Teams ou on est un peu moins, là, vous le comprendrez, là, en face à face, là, en présentiel, mais quand même, on se voit. Donc, la personne peut s'aider de son questionnaire d'auto-évaluation pour répondre aux questions du spécialiste. Donc, si elle a utilisé l'IA générative, bien là, elle va devoir, à ce moment-là, vraiment avoir intégré ses compétences parce qu'elle va devoir nous le dire là, à l'oral. Ensuite, il y a l'évaluation des compétences qui est le cœur de la démarche. Puis, vous comprendrez qu'on a, comme la démarche se fait entièrement très souvent à distance, dans la majorité des cas maintenant, là, post-pandémie, puis il y a beaucoup d'évaluations qui sont écrites. Puis qui se passent en milieu de travail ou à la maison. Donc, encore là, il y a de l'intelligence artificielle qui peut être utilisée à cette étape-là. La RAC, là, on y échappe pas du tout. Il y a de la formation manquante qui peut être offerte aux personnes candidates si jamais il y avait une compétence ou un élément de la compétence qui était manqué. Bien, à ce moment-là, ben, pas manqué, mais qui n'aurait pas atteint le seuil de réussite de 60 %, il y a de la formation manquante qui va être dispensée aux personnes. Donc, encore là, l'IA pourrait être utilisée. Est-ce qu'on pourrait se dire que ça pourrait être utilisé d'une meilleure façon? C'est à voir, puis on va le voir un petit peu plus tard, et ça mène à la diplomation. Donc, l'utilisation de l'IA dans les étapes de la démarche, c'est sûr qu'on peut le voir à l'information. Les gens pourraient faire des recherches à propos de l'IA générative, mais ça n'a pas tellement d'incidence parce que le Cégep va offrir une rencontre d'information où est-ce qu'il va baliser, où est-ce que toutes les informations vont être dictées par la suite. Donc, que la personne soit allée chercher différentes informations, bien, elle risque peut-être de désinformation, mais ça va être à ce moment-là rétabli par le Cégep. Au dépôt du dossier, puis à l'auto-évaluation, c'est là qu'on pourrait observer un petit peu plus d'utilisation. Puis, parce que la personne doit nous remettre un curriculum vitae parce qu'on veut vérifier l'expérience significative, parfois une lettre de motivation aussi, dépendamment des collèges. Puis, la personne pourrait s'en servir de différentes façons. Réviser, corriger, hein, on le sait comment on peut se servir de ces technologies de l'IA. Et on se demande, on est encore en train de se demander dans le réseau de la RAC, est-ce que ce serait des pratiques acceptables, des pratiques à encadrer ou à éviter ou interdire j'allais dire tout simplement, mais c'est vraiment difficile. Donc, on est un peu là, à ce niveau-là. Puis, à se demander aussi, est-ce qu'on est mieux d'essayer de contourner l'IA ou de l'affronter, d'avoir une approche plus intégrative là, de l'IA dans la démarche.
il y en a le questionnaire d'auto-évaluation où est-ce que souvent on va s'en rendre compte là, que les gens ont utilisé l'IA parce qu'ils doivent nous répondre à une question dans le bas de cette fiche-là pour donner un exemple concret. Donc, les gens pourraient s'en servir là, on doit rester alerte parce que des fois, on a déjà là, des soupçons là, de l'IA à cette étape-là. Mais quand on arrive à la validation de la candidature, si la personne l'a déjà utilisé, bien là, ça pourrait être difficile pour elle de verbaliser tout ça. Mais à l'entrevue, elle pourrait s'être préparée à l'entrevue avec l'aide de l'IA, puis dépendamment si elle a intégré ce que l'IA lui a donné, ben je me dis pourquoi pas ou pourquoi le faire en fait, parce que la personne, ce qu'on veut savoir, c'est ses compétences actuelles, elles sont comment elle met tout ça en œuvre dans son milieu de travail, puis est-ce que c'est en lien avec le programme d'études. Donc, elle pourrait faire des recherches, mais en même temps, c'est tout à l'oral. Donc, on y va avec ça. Puis au niveau de l'évaluation des compétences, ben, c'est comme en classe, la personne pourrait s'en servir un peu, moyennement, beaucoup. Ça pourrait plus appartenir à l'IA ou sa contribution pourrait être vraiment sur un continuum là, d'un bout à l'autre. Donc, pourrait faire une tempête d'idées, de chercher une idée de départ, puis on se demande encore, bon, est-ce que ça pourrait être acceptable? Puis la problématique, c'est qu'on ne peut pas réellement le vérifier. Donc, il n'y a pas vraiment de logiciel ou d'application qui permet d'assurer que la personne ne l'a pas utilisé. Puis en formation manquante, ben, la personne elle pourrait s'en servir comme un tuteur pour aller chercher des informations, mais en même temps, ce qui n'est pas évident, c'est que peut-être qu'elle va être questionnée d'une autre façon ou le contenu, est-ce que c'est la bonne information? Est-ce qu'elle est en train de se former sur une bonne information? Peut-être que oui et peut-être pas. Donc, la personne doit garder un esprit critique, mais la question d'accepter, encadrer, éviter, ben, c'est pas évident, là. Puis je pense pas qu'on est rendu dans un contexte où est-ce qu'on doit complètement l'éviter ou l'interdire parce que les gens pourraient l'utiliser quand même. Donc, il vaut mieux sensibiliser, puis c'est un petit peu mon approche. Et si on veut contrer le plagiat, bien, il faut y aller aussi avec ce qui est sorti en termes de recherche sur la tricherie, le plagiat. Puis ici, on a Marie-Gervaise Pilon qui a fait une recension d'écrit sur pourquoi les étudiants plagient. Puis on pourrait se poser la question, est-ce que ces facteurs-là, ça serait attribuable à une utilisation de l'IA? On a des facteurs pédagogiques comme la pondération de l'épreuve parce qu'on sait qu'en classe, plus la pondération est élevée, plus il y a des risques d'utilisation de l'IA. Puis le type d'évaluation aussi, on sait qu'en classe, les examens à livre ouvert vont faire en sorte qu'il va y avoir moins d'utilisation de l'IA. Ces deux éléments-là s'appliquent un peu moins en classe, mais les habiletés informationnelles et rédactionnelles des gens, quand on est étudiant puis qu'on a suivi le parcours scolaire, on a quand même une certaine habitude à citer nos sources puis à faire des recherches. On a appris ça, mais la personne adulte qui est en RAC, ben, elle a moins ces habiletés-là. Donc, peut-être qu'elle serait plus tentée d'aller vers l'IA pour pouvoir chercher des informations. Il y a le niveau de langue, la charge de travail. Hein, on peut être pressé par le temps. Puis, plus on est pressé, plus on va rechercher des raccourcis. Donc, l'IA, ça pourrait être un raccourci. Il y a les facteurs institutionnels aussi, c'est la réponse institutionnelle, comment notre établissement va mettre des mesures encadrantes par rapport à l'IA. Puis est-ce que, moi j'ai ajouté à ça, ça ne vient pas de la recension, mais la cohérence qu'on a soit entre les spécialistes de contenu ou les intervenants en classe, les enseignants. Est-ce qu'on s'entend sur ça pour que tous les étudiants ou les personnes candidates, il y ait une continuité, une logique là, dans son parcours scolaire.
il y a les facteurs aussi intrinsèques là, de comment la personne va percevoir là, le plagiat, puis de penser qu'elle va peut-être gagner du temps, puis son désir de réussir. En RAC, en fait, il n'y a pas de cote R ni de moyenne réellement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, faut que la personne réussisse. Mais si l'étudiant en classe, là, sa cote R est vraiment elle est vraiment très importante, ben, peut-être qu'elle va chercher là, à aller chercher toutes les ressources là, disponibles. Puis, il y a plusieurs facteurs extrinsèques aussi, là, les influences par les pairs, puis comment on normalise le plagiat comme personne, puis sa situation d'emploi, parce que dans le fond, la recherche dit que quand les étudiants ont une occupation, ont un travail à temps partiel en faisant des études collégiales, utilisent plus l'IA, à ce qu'il paraît, de ce qu'on a lu. Donc, maintenant, on va voir comment on peut s'inspirer des outils et de la méthode en RAC pour contrer le plagiat, l'utilisation non autorisée ou inappropriée. Parce que la RAC, par sa nature même, là, tend à limiter, on a des facteurs un peu de protection que je vais appeler, qui vont faire en sorte qu'on pourrait s'appuyer sur ça pour contrer les effets plus négatifs. J'ai ressorti des caractéristiques, la méthode, puis les outils aussi sur lesquels on pourrait s'influencer par rapport à la RAC. C'est sûr que si vous êtes en classe, ça ne s'adresse pas complètement à un système de la classe, mais je me suis dit que peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Puis si on est en RAC, ben pourquoi ne pas focusser sur des éléments qui sont déjà protecteurs, là, en tout cas, qui pourraient protéger. C'est sûr qu'on n'est pas imperméable à l'IA complètement, mais je pense que ça pourrait, on pourrait faire un bout de chemin avec ça déjà. Au niveau des caractéristiques, ben, il y a une relation de confiance qui est établie avec les personnes candidates. Donc, cette relation-là, ben, on pourrait la briser si jamais la personne utilise l'IA sans vraiment le dire. Ben, à ce moment-là, ça pourrait être un peu contraignant ou gênant pour la personne, étant donné la relation de proximité qui s'est faite. Puis il y a la familiarité aussi qu'on a avec l'expression personnelle de la personne. On a reçu son dossier de candidature, on l'a reçu en entrevue de validation. Donc, on sait un peu comment il s'exprime à l'oral, à l'écrit. Puis, donc, à ce moment-là, on sait s'il y a un changement là, dans la cohérence, puis le style personnel de la personne. La RAC, c'est flexible aussi. Le fait qu'on n'ait pas de date En fait, on demande aux personnes de nous fournir une évaluation avec une date précise, mais tout ça est flexible étant donné que la personne n'est pas dans un système cloisonné là, en classe où est-ce qu'il y a des délais puis des sessions. Donc, il y a une flexibilité, donc on a moins recours à des raccourcis. On s'adapte aussi au rythme de la personne. Donc, la personne pourrait décider d'aller plus lentement. Donc, si elle voit qu'elle n'y arrive pas, ben, ça lui permet de ralentir. Puis, le focus est beaucoup plus sur la qualité parce que la personne en RAC, elle veut faire valoir qu'est-ce qu'elle vaut réellement comme personne, quelles compétences elle a développées. Elle veut qu'on s'attarde à ses compétences réelles. Donc, c'est pas d'aller rapidement nécessairement. Puis, il y a une démarche vraiment introspective qui se fait en RAC parce que toutes les évaluations sont basées sur une expérience, sur l'expérience professionnelle. Donc, quand on a des évaluations qui sont authentiques, puis qui sont basées sur des vraies fonctions de travail, sur son expérience même personnelle, professionnelle, bien, à ce moment-là, l'IA nous sert moins. Au niveau de la méthode, ben, en RAC, on a une élimination de la comparaison avec les pairs. Donc, on n'est pas en classe avec d'autres personnes. Donc, il n'y a personne qui vient nécessairement nous demander où on ne se situe pas là, par rapport à notre note, par rapport aux autres. Parce que la démarche, elle est individuelle. On a aussi une évaluation qui va être en continu. Donc, on a souvent des évaluations avec le même spécialiste de contenu. Donc, on peut voir le style, encore là, de la personne. Puis, au niveau des outils,
On a des évaluations qui vont être diversifiées, on va les voir tout à l'heure. On a des évaluations aussi combinées, donc on va combiner des évaluations écrites à un oral. Donc à ce moment-là, on peut faire le jumelage des deux pour déterminer là, la réussite de la compétence. On a des entretiens, puis des fiches de conditions de reconnaissance qui sont détaillées. Puis ça, c'est quand même intéressant parce que ça nous permet d'expliquer à la personne comment faire le travail. Des fois, on va utiliser l'IA parce qu'on ne sait pas comment faire le travail. Donc, se faire expliquer comment on peut faire la recherche de nos informations, bien, à ce moment-là, ça peut prévenir là, le risque d'utiliser l'IA de façon inappropriée. Puis, on a des prises de mesures différentes tout au long de la démarche, comme je mentionnais. Avant de commencer les évaluations, on a déjà une prise de mesure initiale. On a beaucoup d'opportunités en RAC. Je ne vous ferai pas la lecture de tout ce tableau-là, mais on a beaucoup d'opportunités à saisir. Puis, on a aussi des défis que j'ai identifiés. Beaucoup d'opportunités par rapport à l'information sur la démarche, là, puis au dépôt du dossier, à l'évaluation. On va y aller vraiment dans informer, sensibiliser, former aussi les personnes candidates, les enseignants ou les spécialistes de contenu. On va faire connaître là, les balises de l'établissement, puis on va y aller avec une détection précoce là, dès le dépôt du dossier. On va porter un regard, puis sur l'IA, on va essayer de ne pas l'oublier au terme de la démarche, tout au long de la démarche. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de détecter s'il y a eu usage, puis de questionner par la suite. Au niveau des défis, ben, ce n'est pas évident parce que les spécialistes de contenu doivent être à l'affût de l'évolution constante. Puis l'évolution, il y en a beaucoup au niveau de l'IA. On dit souvent que dans le numérique, ça va vite. Au niveau de l'intelligence artificielle, c'est surprenant. Au début, on parlait juste de ChatGPT, mais là, on a eu Perplexity, Copilot, on a toutes sortes d'intelligence artificielle générative pour faire toutes sortes de choses. Ça va vraiment rapidement. Donc, de rester à l'affût de ça, c'est pas facile toujours. Puis, de détecter aussi son utilisation, c'est pas évident. Selon le degré d'utilisation aussi, puis savoir aussi si c'est acceptable ou pas. Puis, pour la personne candidate, ben c'est de rester sensibilisé aux risques. Puis ça, on va les voir, les risques, là, rapidement, parce que vous en connaissez probablement déjà beaucoup sur ça, mais c'est de les garder en tête tout au long de sa démarche, parce que des fois, on est sensibilisé à un moment, mais là, après ça, là, ça va vite, on est dans les évaluations, finalement, hop, une petite recherche avec l'IA, puis une phrase bien tournée ou un meilleur mot qu'on a trouvé, ben, c'est difficile de dire non à ça. Il faut les comprendre aussi. On veut paraître bien, on veut être professionnel, on veut s'améliorer, puis on a cette impression-là que l'IA va faire ça pour nous. Il faut résister à cette tentation-là de trop l'utiliser parce qu'en RAC, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on détient déjà comme compétence. On veut être évalué sur ce qu'on sait déjà, sur ce qu'on met en application. Pour préparer stratégiquement l'utilisation de l'IA en RAC, ce que je propose, c'est de s'informer d'abord et se former. Explorer par soi-même, de mobiliser l'intelligence collective, c'est-à-dire de partager avec nos collègues, d'aller chercher des avis d'experts aussi pour se faire une tête par rapport à ça, d'assister à différents événements et même si des fois on peut être un peu tanné par l'IA, c'est un sujet qui nous intéresse moins. On n'a pas le choix d'aller vers cette voie-là à un certain moment. De réfléchir aussi à l'éthique puis à continuer à se questionner pour établir finalement un plan de communication qu'on va donner à notre clientèle, soit les personnes candidates ou les étudiants. Puis, je les ai un peu plus détaillés ici, là, s'informer puis se former, ben, c'est lire sur l'intelligence artificielle, c'est suivre son évolution, puis assurer une veille technologique qu'on peut même confier à une autre personne. Hein? Ça peut être une personne de notre équipe qui
qui est mandaté pour ça et de suivre les formations. Puis exploiter par soi-même, ben, c'est de tester l'IA. Parfois, dans des situations plus personnelles, au début, là, il y en a parfois qui disent que c'est plus facile là, de faire des essais dans sa vie personnelle, par exemple, au lieu de commencer avec des trucs professionnels, de simuler les évaluations avec les outils de l'IA là, pour voir comment ça peut sortir. De mobiliser l'intelligence collective, ben, c'est de déterminer un message commun qu'on va communiquer. C'est de trouver là, des repères, puis des insérer là, dans nos politiques. Donc, ça, c'est une réflexion. Puis je pense que le réseau est rendu un peu là, vraiment à mobiliser là, cette intelligence collective. Puis j'aime ça, l'intelligence collective, parce que c'est pas juste de lire un livre sur le sujet, mais c'est de considérer que toutes les personnes ensemble, c'est de la co-construction. On a une intelligence collective qui peut se développer. Réfléchir à l'éthique, puis élaborer notre plan de communication. Puis le plan de communication, vraiment avec la clientèle ciblée. Donc, quelle façon on va communiquer le message sur l'intelligence artificielle? Ça peut être des écrits, mais il faut réfléchir aussi à notre clientèle si elle est plus jeune, plus âgée, plus expérimentée. Ben, est-ce que ça pourrait être des infolettes, des balados, des vidéos, des capsules punch, des vox pop? Donc, il y a beaucoup d'éléments là, sur lesquels on pourrait jouer, puis aller de l'avant. À l'information sur la démarche, au dépôt de dossier, à l'évaluation des compétences, ben, j'apporte différentes propositions d'intégrer l'IA à chacune de ces étapes-là. Donc, je vais vous laisser là, le soin là, de lire. Je ne lirai pas toutes les... Je vois le temps là, qui file vraiment rapidement. Donc, je vais vous laisser le temps là, de regarder tout ça. C'est des propositions, bien sûr, dépendamment de où on est rendu dans notre réflexion. On a beaucoup à sensibiliser les gens, puis là, j'ai répertorié différents enjeux que peut-être vous connaissez, là, des enjeux plus technologiques là, qui sont... c'est sur quoi on pourrait miser quand on parle aux étudiants ou aux personnes candidates? Bien, aux risques technologiques, les hallucinations, l'inexactitude des informations, les biais, la vulnérabilité là, de la sécurité. Peut-être que les étudiants sont très sensibles au concept de l'environnement. J'ai cette impression-là, moi, que les plus jeunes sont davantage sensibilisés là, que moi, là, je dirais. En même temps, je le suis, là, mais je veux dire qu'ils ont eu une éducation différente de la mienne. Puis, par rapport à la consommation énergétique, puis quand on parle aussi de suivre l'évolution de l'IA, bien, on peut savoir aussi que l'IA fait des progrès en ce sens-là, que c'est un petit peu moins énergivore. Il y a certaines IA qui le sont plus ou moins, donc ça pourrait être intéressant de se renseigner à ce niveau-là. Et il y a des enjeux, notamment sur la pensée critique. Je vais en parler tout de suite après. Une nouvelle étude là, qui est sortie, vous l'avez peut-être lue. Donc ça, c'est intéressant là, que la recherche s'intéresse. On n'en a pas beaucoup de recherches sur l'IA hein, depuis 2022, la sortie de ChatGPT en novembre. Ça n'a pas laissé beaucoup de temps aux chercheurs, mais ça commence à sortir. La désinformation, il y a la fracture numérique, on n'est pas tous au même niveau. Puis, il y a aussi une préoccupation de délaisser là, une partie de son cerveau, finalement, à l'IA, le délestage cognitif. Puis, dans les risques psychologiques, ce que j'ai recensé, c'est la paresse cognitive, la dépendance technologique. On parle beaucoup de ça, de la sobriété numérique, entre autres. Il y a des impacts émotionnels aussi sur lesquels on pourrait sensibiliser, hein, parce qu'on pourrait se sentir un peu coupable ou anxieux quand on remet une évaluation ou est-ce qu'on s'est servi de l'IA. Puis ça nous donne aussi une surcharge informationnelle. Hein. On pourrait dire ça aussi aux gens que à un moment donné, quand on commence à travailler avec l'IA, il nous suggère plein de choses, puis là, on arrive avec tout plein d'informations, puis ça peut devenir anxiogène. Au niveau relationnel, ben, il y a beaucoup on parle de comportement addictif aussi, de toujours s'en servir. Chaque fois que j'ai une évaluation, ben, je vais toujours vers l'IA. Donc, on peut sensibiliser à ça que
les addictions, c'est pas quelque chose d'intéressant là, dans notre vie personnelle. Il y a une pression de performance aussi parce que si on a utilisé l'IA dans les premières évaluations, puis là, on se rend compte que c'est pas pour nous puis qu'on veut vraiment démontrer qu'est-ce qu'on est vraiment, bien, à ce moment-là, on a comme une pression de performer à la même hauteur que ce que l'IA nous a permis là, de performer auparavant. Donc, ça peut être anxiogène, ça aussi. L'étude sur la pensée critique, bien, c'est celle-ci. C'est une étude qui a été menée par une université de Pennsylvanie et aussi d'une étude là, qui vient de Microsoft qui a révélé ceci, là, qui est quand même assez préoccupant. C'est que plus une personne va accorder sa confiance à l'IA, moins il va exercer sa pensée critique. Puis la pensée critique, bien, c'est toute la rigueur intellectuelle, c'est la capacité de réfléchir par soi-même, la liberté là, de douter. Puis ceux qui vont se fier davantage à leur propre jugement, qui vont faire vraiment plus confiance à leur esprit critique, bien, ils vont valider un peu plus, ils vont s'ajuster un peu plus le contenu là, des productions de l'IA, donc exercer la pensée critique. Mais là, il y a quand même un paradoxe parce que l'esprit critique, c'est essentiel pour exploiter l'IA. Parce que quand on s'en sert, bien, il faut aller re-questionner, il faut réfléchir à ce qui a été donné comme information. Puis, plus l'IA est performante, ben là, en contrepartie, ben, c'est plus on est porté à délaisser notre réflexion, donc de faire moins appel à notre esprit critique. Donc, on embarque un peu dans un cercle vicieux, mais il ne faut pas oublier l'esprit critique. Parce que l'IA, ben, ça fournit des réponses instantanées, puis ça donne une illusion de maîtrise, puis ça cache là, un sentiment de dépendance. Puis tout l'effort intellectuel qu'on prend, ben, c'est plus sur la génération de nos idées, mais plus sur comment on va ajuster qu'est-ce que l'IA nous a donné. Donc, on développe plus des habiletés en pilotage de l'IA qu'autre chose, puis on devient plus un chef d'orchestre, là, si on veut. L'IA va produire, puis nous, on va organiser tout ça, on va corriger, on va valider puis ça fait bien du sens, donc on va l'accepter comme ça. C'est un petit peu ce qui nous guette en utilisant l'IA. Donc, une érosion progressive là, de nos compétences. Ce sont des éléments sur lesquels on pourrait se référer pour sensibiliser les gens. Ensuite, je reviens à la RAC. La détection précoce avec le questionnaire d'auto-évaluation, donc de demander à quelqu'un de s'auto-évaluer en fonction des compétences qu'ils ont acquis sur le marché du travail. Ça permet de développer aussi un sentiment d'auto-efficacité personnelle. Puis ça, en RAC, on mise sur ça, parfois sans le savoir, par nos rétroactions, par notre accompagnement auprès des personnes. On va valoriser qui ils sont. On développe la confiance en soi. Puis quand on fait ça, il y a un lien avec l'IA, vous allez voir. Dans le fond, c'est que plus on fait confiance à ses propres compétences, donc si on a une personne accompagnatrice, qu'elle soit enseignante ou spécialiste de contenu, si on a eu une bonne qualité là, de rétroaction, de feedback, que la personne ait pu observer le succès ou vivre le succès dans son milieu de travail, ça lui a donné confiance. Donc, il y a il pourrait y avoir une augmentation là, de la pensée critique. Puis plus on a confiance à ses capacités, on l'a mentionné, bien, plus on va avoir les aptitudes à moins utiliser l'IA, puis consacrer plus d'efforts à la construction de nos propres idées. Donc, d'essayer de favoriser le sentiment d'auto-efficacité personnelle en reconnaissance des acquis et des compétences. On y travaille constamment par l'accompagnement qui est individualisé, par les échanges qu'on va avoir avec les personnes candidates. Donc, c'est un peu la même chose en classe. Il se passe aussi la même chose. Puis, c'est intéressant de focusser sur ces éléments-là plutôt que sur des aspects plus restrictifs ou plus punitifs par rapport à l'IA. C'est un peu le message que je voulais lancer. Puis, en RAC, au niveau des évaluations,
Bien, on a beaucoup de démonstrations en contexte réel. On a des experts en méthodologie qui ont bâti de l'instrumentation ministérielle sur lesquelles tous les cégeps vont se baser. Puis, il y a toujours, au niveau de chaque compétence, on a déterminé la meilleure façon d'évaluer la personne au regard de cette compétence-là. Et parfois, c'est une démonstration en contexte là, qui va être réel, donc l'IA va être moins utilisée. On a des entretiens qui sont structurés aussi, des évaluations authentiques, je l'ai nommé, puis une combinaison de plusieurs méthodes. Puis vous voyez les différentes conditions de reconnaissance qui sont toujours liées ou la possibilité de les lier à l'entretien. Puis on a des entretiens aussi tout seul pour pouvoir évaluer la compétence de la personne. Ici, j'avais fait un petit exemple de comment on pouvait démontrer là, comment on pouvait faire le test avec une fiche de conditions de reconnaissance. Donc, ici, la personne avait la consigne de faire un tableau, puis je me suis amusée, si on peut dire comme ça, de faire une requête avec l'IA pour faire un tableau qui représente ce qui était demandé dans le travail. Puis, ça s'est avéré qu'au départ, moi, j'avais l'impression que cette requête-là allait fournir que des bonnes réponses. Puis, je voulais, par cet exemple-là, démontrer que ce serait pas une bonne évaluation à faire, mais quand même, finalement, je me suis rendu compte parce que ce qui est en rouge, c'est ce qui n'est pas exact. Ce qui est en orange, c'est ce qui manque. C'est qu'il manque un petit peu d'informations. Ce qui est en vert, c'est ce qui est bon. Donc, la personne, je ne suis même pas certaine qu'elle aurait passé l'examen, mais pourtant, c'était quand même bon. À première vue, mais quand on s'y attarde, mais là, on voit que ce n'est pas tout à fait ça. Comme enseignant ou spécialiste de contenu, on va vraiment le regarder, mais pour la personne, ça se pourrait qu'elle puisse nous envoyer ça, puis finalement, c'était pas tout à fait bon. Donc, il faut quand même prévenir à ce niveau-là que l'IA peut nous berner. J'ai fait un tableau de certaines particularités de conditions de reconnaissance, de risque de plagiat, le degré d'authenticité de chacune des conditions de reconnaissance, de la mise en œuvre. Est-ce que c'est facile ou difficile? Est-ce que c'est pertinent pour l'IA? Puis, les modalités d'évaluation qu'on peut combiner pour essayer de contrer l'IA. Donc, petit tableau que vous pourriez consulter pour aller un peu plus loin. Puis j'amène aussi le concept des 3 P selon Côté. C'est une approche structurée là, pour l'évaluation des apprentissages. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais en RAC, on s'y réfère, puis il faut continuer de se référer, je pense, à ce modèle-là à l'ère de l'IA, parce que, en fait, ce que ça dit, c'est qu'on a un produit fini, par exemple une production personnelle, mais on a aussi le processus. Puis ça, en RAC, on pourrait s'y attarder un peu plus par des encadrements. Hein? Le processus, là, c'est quoi les stratégies puis les méthodes qui ont été employées pour rendre le produit final. Donc, de questionner la personne ou que la personne nous envoie un peu sa démarche avant de rendre le produit. Donc, quand on évalue la démarche de la personne, bien, à ce moment-là, on sait déjà sur quoi elle va s'enligner. Donc, c'est une belle marche à suivre. Et les propos, tu sais, les 3... en fait, les propos, c'était la façon dont on va parler là, de notre produit. Donc, d'être capable de verbaliser ce qu'on va rendre. Vous allez recevoir aussi dans la présentation une courte vidéo d'un entretien que j'ai fait avec un enseignant qui a mis en place un entretien avec ses étudiants en classe. Puis, il nous raconte comment il a mis ça en place, puis les avantages que ça l'a produit. Donc, je vais vous inviter à l'écouter. On ne l'écoutera pas ensemble aujourd'hui parce qu'on va manquer là, de temps. Puis, donc, c'est ça, je ne voulais pas que ça parte tout de suite. Donc, vous pourrez l'écouter. Il est très intéressant. C'est Yves, gouverneur du Cégep de Sainte-Foy. Sinon, ma piste, c'est vraiment les entretiens. Donc, de miser sur faire des entretiens avec les étudiants. Ça peut être en individuel, mais j'ai vu aussi des pratiques que j'ai lues
à plusieurs étudiants devant l'enseignant qui posent des questions sur le travail d'équipe, par exemple, qui pourraient se faire en classe, là, par exemple. Sinon, en RAC, ben, on est en individuel. Mais il y a beaucoup il y a des défis là, qu'on peut anticiper. Vérifier l'authenticité. Des fois, on ne sait pas trop. Est-ce que ça se pourrait que la personne, elle ait enregistré, vraiment mémorisé des trucs sur l'IA, puis qu'elle va nous réciter? Il y a peut-être un risque de plagiat un peu dissimulé, mais en même temps, c'est pas évident là, de faire ça. Mais il faut quand même faire attention. Puis l'idée, c'est peut-être de re-questionner pour changer la structure de la pensée de la personne. Et là, elle va perdre le fil de qu'est-ce qu'elle a appris là, de l'IA si elle ne l'a pas intégré. Aussi, dans les choses quand même assez importantes que je voulais dire par rapport à ça, c'est la gestion du stress, parce qu'on pourrait être confronté à des gens qui sont très stressés. Puis, dans l'entretien, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise à l'oral. Puis, ça pourrait amener un facteur de stress qui fait que la personne va réussir moins bien. Donc, je ne suis pas certaine que l'idée, c'est de mettre plus de points à un oral qu'à l'écrit si au départ, la meilleure façon d'évaluer, c'était l'écrit, mais de garder en tête quand même, de mettre la personne le plus à l'aise possible là, dans l'oral parce que le stress peut faire des blocages incroyables. Puis, il y a aussi peut-être le risque qu'on évalue quelque chose qui est, tu sais, qu'à la base, ça devait être écrit, mais le fait de le verbaliser, ben, on est en train d'évaluer une production orale. Ça, il faut faire attention à ça. Il y a l'objectivité aussi, parce qu'à l'oral, on est en contact avec la personne, on n'est pas avec une copie d'examen, on n'est pas avec une copie d'une production personnelle ou est-ce que c'est un nom, c'est une feuille de papier. Là, on est avec la personne, puis il pourrait avoir un risque à ce moment-là. Je vous laisse quelques pistes d'inspiration puis des stratégies pour adapter le processus là, d'évaluation. Je ne les lirai pas, mais vous allez pouvoir en prendre connaissance. J'ai essayé de recenser plein de choses. Et avant qu'on passe à la période de questions, je voulais vous présenter rapidement des ressources supplémentaires que je vais mettre à disposition. Bon, il y a des types d'entretiens en RAC, les entretiens d'évaluation, qu'est-ce que ça permet, des résumés là, des pistes d'inspiration pour la RAC. Puis, il y a Sarah Helen Eaton aussi, c'est une chercheure là, dans une université, je ne l'ai pas ici, mais c'est une université canadienne là, de l'Ouest. Puis, elle a apporté des principes là, super intéressants. D'ailleurs, comme l'écriture hybride entre l'homme et l'IA va devenir normale. C'est vraiment comme une préoccupation. C'est des constats de sa recherche. C'est à prendre ou à laisser selon où est-ce qu'on est rendu. Mais je trouvais ça intéressant si vous voulez lire sa référence. Et un collègue à moi m'a référé cette magnifique vidéo. Je vais le nommer, c'est Éric Boudreau. Je pense qu'il est à l'écoute présentement. En fait, c'est une belle vidéo là, d'une personne là, qui a remporté un prix. Puis ça parle d'IA, puis d'IA générative, puis de réseaux sociaux chez les jeunes. C'est magnifique, vraiment. On n'a pas de temps pour l'écouter, mais vraiment, c'est beau. Allez l'écouter, ça dure 2 minutes. Puis, j'écoute beaucoup de balados sur l'IA. Puis, si jamais vous êtes intéressé, j'ai mis plusieurs chaînes de balados qui traitent du sujet de l'IA. Écoutez, il y en a probablement d'autres que je n'ai pas encore découverts. Puis, j'ai mis les épisodes, plusieurs épisodes que j'ai aimés qui traitent du sujet de l'IA en éducation. Donc, vous allez trouver toutes les thématiques que j'ai abordées pendant la présentation. Vous avez presque toutes des balados sur ce sujet-là. Puis, je vous présente une dernière diapositive. J'achève. Des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux, si jamais vous suivez un peu les réseaux sociaux. J'en ai mis quelques-uns. Vous savez, la partie la plus importante, là, c'est le petit cercle à droite là, qui dit qu'il y a plusieurs autres personnes. Peut-être que vous faites partie de ceux-là dans la salle. Puis, si jamais c'est le cas, bien,
en tout cas, on va essayer de vous suivre. J'ai mis quelques noms là, de personnes que je suis sur les réseaux sociaux puis qui me sont inspirantes, mais j'en ai plein d'autres aussi. Donc, ces noms-là vont D'ailleurs, vous amener. Noémie, excuse-moi, mais Noémie Oui, vers OF, que oui. tu cites, va animer un webinaire la semaine prochaine, un webinaire à QPC aussi sur l'intelligence artificielle. Oui. Exactement, c'est ça, Oui. je la suis aussi, puis c'est très pertinent, là, enseignante en philosophie, donc c'est au Cégep de Victoriaville, je crois. Donc, une personne très inspirante aussi. Toutes ces personnes-là sont inspirantes, mais c'est juste pour vous donner l'idée de suivre des personnes qui vont vous inspirer par rapport à ça, parce qu'on est en développement de l'IA générative. Alors, j'ai terminé. Je vais arrêter mon partage pour la période de questions, si vous en avez. Oh, que oui, il y a des questions. Merci beaucoup, énormément. Ça a passé tellement vite, j'en Oui, reviens oui. pas. Ah, c'était vraiment intéressant. Oui, en fait, il y a des questions dans le Q&A, mais il y a d'autres questions aussi qui t'ont été posées. Alors, je vais y aller là, par ordre temporel. Il y a Mathieu Racicot qui posait la question par rapport au plagiat et à l'utilisation de l'IA en RAC. Je voudrais savoir comment ça se passe dans vos établissements quand ça se passe à distance. Oui, en fait, c'est qu'on essaie de se référer aux éléments là, de la démarche là, qui peut être un facteur protecteur. C'est sûr qu'on est beaucoup en termes de réflexion en ce moment. Je pense que c'est d'être sensibilisé comme professionnel, puis aussitôt qu'on reçoit le dossier de la personne, de rester attentif aux signes d'utilisation de l'IA, puis d'en discuter ouvertement avec les personnes. Il n'y a pas de méthode infaillible, on n'est pas à l'abri de rien, mais de rester conscient de ça, ça fait déjà une bonne partie du chemin. C'est ma OK. réponse là, que je donnerai rapidement comme ça parce que là, on n'a pas énormément de temps, mais c'est un sujet préoccupant sur lequel en RAC, on va s'attarder beaucoup là, dans les OK. prochains mois, OK. prochaines Mais années. Mathieu, il précise qu'il parlait plus en termes de surveillance. Est-ce que vous faites, si ça se passe, l'évaluation se passe à distance, est-ce que vous avez un contrôle d'une certaine façon ou une façon de pouvoir voir si un étudiant utilise, Oui, commet du plagiat? Oui, c'est certain qu'il y a certaines évaluations qu'on va demander à ce que la personne soit filmée avec la caméra ouverte. On doit voir ce que la personne a comme environnement de travail pour pouvoir surveiller des productions à distance. Pas toutes les évaluations, mais certaines d'entre elles, oui. Puis, justement, il y a ma collègue Nathalie Dumais là, qui est dans la salle. Elle anime une communauté de pratique sur le numérique où est-ce que ce sujet-là est souvent abordé sur comment on fait pour faire la surveillance, tout ça, pour que ce soit dans les normes et tout. Mais on n'est pas revenu à une pratique qui est en examen complètement en présentiel. On veut vraiment comme essayer d'intégrer le fait que l'IA peut être utilisé, mais de surveiller, de trouver les méthodes là, de surveillance, notamment par caméra, puis aussi par des logiciels comme on a développé SharePoint. Sur SharePoint, on a une possibilité là, que la personne ne puisse pas copier, coller sur son bureau des productions personnelles. Donc, à ce moment-là, il le fait directement en ligne. Fait qu'on on peut aussi combiner cette méthode-là. Parfait, merci. Il y a Sylvain qui demandait aussi, est-ce que vous avez des trucs concrets pour tenter là, bon, de détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle générative? Poser des questions à une IA, comparer la réponse avec celle donnée par l'étudiant, etc. Oui, c'est toutes des bonnes façons là, de prévenir le plagiat. D'abord, de mettre nos questions dans l'IA, voir comment ça va sortir, interroger, vraiment aller chercher une réflexion plus profonde au niveau de l'entretien, poser les bonnes questions pour faire réfléchir la personne, puis essayer d'y aller aussi avec
des expériences vécues, soit en classe, soit dans ses expériences personnelles ou en stage si on est en classe, bien, c'est plus difficile d'aller questionner l'IA puis d'avoir un fil conducteur quand on va être rendu à en parler, par exemple. Il y a une D'accord. diapositive que j'ai passée rapidement qui va parler de ça, mais c'est un sujet qui demanderait encore 1 heure de présentation. Ah oui, c'est exigeant, effectivement. Effectivement, oui. Oui, OK. Bon, si vous suspectez l'utilisation de l'IA, est-ce que vous entrez en contact avec la personne ou bon? Oui, rapidement. Rapidement. Puis c'est ça qui est intéressant en RAC, c'est que si on détecte très tôt, ben là, on s'informe, est-ce que vous l'avez utilisé, tout ça. Puis habituellement, nous, notre clientèle adulte, ben là, je dis habituellement parce qu'on ne veut pas généraliser, mais des fois, ils vont dire, ah oui, mais là, je ne savais pas que je ne pouvais pas l'utiliser. Fait que très souvent, ce n'est pas de la tricherie. C'est plus de savoir, ah ben là, tu sais, Copilot est intégré à la suite Microsoft. Donc, puis nous, on promouvoit Office 365. C'est dans les outils de base. Donc là, la personne, comment elle peut faire pour savoir qu'elle ne peut pas l'utiliser si ça fait partie des outils qu'on met à sa disposition? Ben, en tout cas, elle pourrait s'en douter, là, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas logique de ne pas en parler. Donc, il faut en parler, il faut le dire. D'accord, merci. Il y a quelqu'un qui pose une question sur la conscientisation, sur l'éthique de l'utilisation de l'IA, bon, l'environnement éthique. Dans la conversation, dans l'espace de conversation, j'ai fourni un lien vers 2 laboratoires éductifs. En fait, c'est un même laboratoire éductif qui porte sur l'éthique environnementale, entre autres, de Oui, l'utilisation oui. de l'IA. Les gens pourront s'y référer là, à ce moment-là. Euh, non, je pense. Ouais, ah oui, il y a quelqu'un qui posait en ce qui concerne les cas cliniques. Comme ça serait la dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. Comment Oui. s'assurer que les étudiants sont en mesure de réfléchir sur des cas cliniques lorsqu'ils utilisent l'IA? Est-ce que tu es à l'aise avec cette question-là, Annie? Ben oui, oui, en fait, les cas cliniques, premièrement, il faut en avoir plusieurs, puis essayer, c'est sûr, si on n'a pas le choix de faire un cas clinique, ben utilisons-le, mais sinon, y aller avec l'expérience de la personne ou essayer que la personne nous trouve ce cas-là pour pouvoir ensuite réfléchir. Fait que comme ça, c'est ça, ça peut être par rapport à une situation réelle, mais sinon, pour le cas clinique, ben, c'est de re-questionner, puis encore, j'irai encore avec l'entretien, en fait, là, pour confirmer qu'est-ce que la personne elle a écrit, puis aller plus en profondeur. Faut, je pense qu'il faut s'enligner, en tout cas, sur soit des entretiens ou autre chose, combiner une autre méthode à notre évaluation. Écoute, Annick, on est obligé de terminer. Il y aurait tellement de choses à dire encore là-dessus. J'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer. Bon, je sais que tu vas à Hublot, là, pas au prix Hublot, mais à la rencontre Au colloque d'immersion immersion, CP. Je vais oui. sûrement aller faire un tour et j'invite toutes les autres personnes qui se rendent au colloque de la QPC à venir me faire un petit bonjour. Alors, je vais remettre ma caméra ici pour que les gens puissent éventuellement là, me reconnaître. Alors, je vous invite tout le monde donc à venir me saluer si vous allez aussi à un colloque de l'IA et pas de l'IA, mais au colloque de la QPC. Et merci encore, Annick, pour cette belle présentation. C'était clair, c'était inspirant. On se dit à la prochaine à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde.